Embarquez pour un voyage intérieur du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Après le succès du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous, nous vous proposons de prolonger l'expérience avec ce week-end immersif inédit. Dans un cadre magique, venez vivre 2 jours hors du temps pour prendre soin de vous. Une expérience immersive unique, guidée par David Tan, Alexandre Antonienko et moi-même. Durant ce week-end, vous serez plongé dans un programme soigneusement conçu pour vous aider à explorer les différentes facettes de vous-même. Le corps, le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de sens, de transformation ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site c'estquoilebonheur.fr pour rejoindre l'aventure. À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emma Crucy. Emma est psychopraticienne, auteure et mentor du Mastermind de la naissance, une plateforme d'accompagnement global en développement personnel qui prépare les parents à donner naissance librement. Passionnée par le fonctionnement du cerveau depuis son plus jeune âge, elle a étudié la programmation neurolinguistique et la psychologie animale et humaine. Assoiffée de connaissances, elle a toujours un livre à la main. Elle est connue pour ses recherches sur la dimension spirituelle du processus de la naissance et le défi qu'il constitue pour accéder à son potentiel illimité. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi ça va très bien, j'ai passé un beau week-end, j'espère que vous aussi, un week-end studieux au bord de mer où j'ai avancé sur l'écriture de mon 2e livre, C'est quoi le bonheur pour vous ? En quête de sens, qui est la suite du premier, la partie complémentaire au premier qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous ? En chemin vers soi. Je vous montre l'affiche à l'écran. Merci d'ailleurs, merci pour tous les messages que vous m'envoyez depuis la sortie du livre. Je suis ravi de savoir qu'ils participent à votre évolution et à vous éclairer sur votre chemin. C'est chouette. Et donc oui, je suis en pleine écriture et c'est assez intense parce que là je dois rendre ma copie pour fin juin. Mais quel bonheur de pouvoir mettre tout ça sur papier. C'est vraiment chouette. Aujourd'hui, on va discuter avec Emma Cruzy. On va parler du Mastermind de la naissance. J'avoue que j'en sais pas plus. On a un tout petit peu commencé à échanger, mais pas vraiment autour de ce qu'elle fait. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée autour de l'écosystème innovation en éducation, qui regroupe maintenant beaucoup de choses, et on se retrouve tout de suite après. Et je vous rappelle qu'on est en train de préparer la 6e édition du congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 2 et le 3 novembre à Grenoble. Si vous souhaitez prendre vos billets, c'est très simple. Vous allez dans un moteur de recherche et vous tapez congrès Innovation en éducation. Je vais faire apparaître Emma. Hello Emma. Hello Julien. Bonjour Comment à tout le monde. Super bien. Merci pour ton invitation. Je suis très contente d'échanger avec toi. Avec plaisir. Emma, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te laisser te présenter pour qu'on comprenne qui tu es. Toi, t'adores faire ça, d'ailleurs, il me semble aussi. Les gens adorent se présenter. Alors, c'est ironique, évidemment. Mais ok, on va synthétiser par rapport au thème du jour, puisque évidemment, c'est pas en 30 secondes que je vais pouvoir faire le tour, mais tout ce que je fais converge vers une quête d'autonomie et de souveraineté. Et en l'occurrence, par rapport au mastermind de la naissance, eh bien, ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes, que ce soit des privés, des parents, des personnes avant la conception de leur bébé, d'autres qui ont peut-être eu des traumatismes ou des blocages, et aussi des professionnels, sur un chemin global, une réflexion vraiment complète sur la naissance en tant que défi, transcender une peur fondamentale qu'on a tous, c'est la peur de mourir, et puis sur une quête finalement de renaissance à soi-même,
Comme je le dis souvent, on vit comme on est né, nous vivons comme nous sommes nés. Et puis, c'est quelque chose qui m'habite, cette quête. Depuis tout enfant, je voulais être philosophe quand j'étais petite. Et puis, la vie m'a amenée sur différents chemins. J'ai exploré la psychologie animale aussi, humaine. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un message dans la naissance. J'ai eu même 3 accouchements très différents. Et puis, le dernier, je dis toujours, mon fils est né avec un message dans les mains qu'il m'a apporté. Et puis, maintenant, c'est ce que je fais avec Pascal, donc mon conjoint, c'est que j'accompagne les personnes sur ce chemin de souveraineté et d'autonomie à travers le défi de la naissance. Ok. Tu peux nous en dire un petit peu plus quand tu dis que, par exemple, le dernier est venu avec un message? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, quand on aborde le thème de la naissance, on parle gestion de la douleur, on parle de préparation à la naissance ou de cours sur comment on respire, etc. Est-ce qu'on veut une péridurale? Bon, ce sont on va dire, des discussions ou des angles sur quelque chose de très mécanique par rapport à la naissance, tu vois. Et aussi un lien par rapport à ce que les gens souhaitent de plus en plus, c'est-à-dire retourner aux fondamentaux de la nature. Ça, c'est ce que moi j'ai vécu pour, par exemple, ma 2e fille. Mon 2e accouchement était dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on est connecté à la puissance féminine, etc., etc. Mon 3e bébé, quand je dis qu'il est arrivé avec un message dans les mains, ça veut dire que quand j'ai enfanté, donc j'étais dans ma salle de bain seule, c'était un accouchement très, très, très intense, eh bien, j'ai touché des mondes particuliers qui sont ce que j'appelle la bibliothèque du savoir universel. Et puis, ce côté tellement connecté à tout qu'on sait ce qu'on a à faire. On sait, ce n'est pas de l'ordre de l'instinct, ce n'est pas de l'ordre de la maîtrise mentale, c'est de l'ordre d'un alignement tel dans ce qu'on nomme le temps-espace. C'est pas le temps linéaire, hein, l'espace-temps, comme on nous l'a appris, Newton, cause-effet, etc. C'est vraiment le temps-espace, ou ce que d'autres appellent en physique quantique le champ quantique. C'est vraiment le temps infini. Là où on est tellement dans l'instant présent que le temps est éternel. Ce n'est pas l'espace qui est éternel, c'est le temps. Et ça a été un cataclysme dans ma façon de concevoir et percevoir le champ des possibles, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des dimensions temporelles, une temporalité inconnue dans notre système culturel, mais qui est connue dans le système des sagesses ancestrales, où chacun y met ses mots. Moi, j'ai mis mes mots dans mon accompagnement, mais quand il est venu avec ce message dans les mains, c'est en fait, nous ne sommes pas séparés. Et ça fait peut-être joli à dire comme ça, mais c'est extrêmement puissant comme message, parce que quand j'ai vécu cet enfantement de cette façon-là, j'étais comme connectée à un tout inexplicable aujourd'hui avec certains mots. Mais quand je dis on a accès à une bibliothèque universelle, c'est comme si on sait tout. On sait tout, on est connecté à tout. Et c'est ça l'énergie du cœur, c'est ça l'énergie de la création pure et de l'énergie de créativité pure. C'est-à-dire, je n'ai plus peur de rien. Je suis juste là. Et j'avais fait des bracelets il y a longtemps, quand j'étais plus jeune, où c'était écrit dessus « L'antidote de la peur, c'est l'amour ». Cette phrase m'appelait, mais je n'avais pas encore compris à quel point elle est puissante et à quel point elle est vraie, en fait. Et ça a confirmé ce message-là. C'est-à-dire que l'antidote de la peur, ce n'est pas le courage. Le courage vient. C'est juste un détail, le courage. C'est vraiment l'amour avec un grand A, c'est pas l'amour humain, hein, bien entendu. C'est cet amour dans le sens je suis tout. Alors, de nouveau, je résume ça parce que tu me poses cette question de but en blanc. Ceux qui ne connaissent pas mon approche et tout cet univers-là peuvent se dire bon, bah, elle est tombée sur la tête, la pauvre Emma. Mais effectivement, c'est un chemin et on arrive à cette conclusion-là. Et quand on a la chance de le vivre comme j'ai pu le vivre, toute la dimension de sa vie change. Complètement. Ok. Et c'est ce qui, entre autres, t'a propulsé à créer le mastermind de la naissance? Oui, complètement. Parce qu'avant,
je préparais avec en formation, comme ça se fait très couramment, des contenus en ligne que les gens peuvent charger, etc. et faire à leur rythme. Et puis en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai accouché de mon 3e enfant, c'est pas juste une question d'emmagasiner des connaissances. Vivre un enfantement comme je l'ai vécu pour le 3e, c'est une approche globale où on va aller vraiment dans ces lignées, on va aller voir ce qui s'est passé au niveau des enjeux aussi. Certains ont fait même déjà pas mal de transgénérationnel, ou comprendre en fait quelles sont les énergies en action. Et donc ce mastermind-là, il est particulier parce que j'accompagne personnellement les gens. C'est pas juste voilà un cours et puis débrouillez-vous. Moi, je les vois 2 fois par semaine, on fait des exercices ensemble, on fait plein d'ateliers. Il y a beaucoup de discussions qui sortent et je me rends compte qu'en fait, c'est pas juste, entre guillemets, préparer la naissance d'un bébé. C'est renaître à soi-même à travers le défi de la naissance. Et ça, c'est une démarche qui est vraiment différente. Et oui, j'ai pu mettre ça sur pied parce que j'ai vécu cette 3e expérience qui a bouclé cette vision. Il me manquait une pièce du puzzle. Et je ne savais pas qu'il m'en manquait une. C'est juste qu'elle est arrivée à moi. Et c'est pour ça que j'ai fait cet accompagnement comme ça maintenant qui dure 9 mois. Ok. Et le profil des femmes que tu accompagnes, c'est quoi comme genre de profil? Alors, il y a des femmes, il y a aussi des hommes. Et le profil, ce sont des personnes qui veulent être autonomes, qui veulent être souveraines dans leurs choix, qui veulent maîtriser des données qui sont des fois réservées à un corps médical. Donc, des personnes qui sont très responsables dans leur démarche et puis qui ne se considèrent pas comme des victimes, qui ne veulent pas être des victimes ou qui ne veulent plus être des victimes, donc qui veulent connaître leurs options. Ce sont des personnes qui ont compris qu'elles ont des potentiels, mais elles ne sont pas forcément connectées avec encore la totale confiance en elles, mais elles ont envie d'accueillir. Alors, pour celles qui viennent pour un projet bébé imminent, ce sont des personnes qui veulent accueillir leur bébé d'une autre façon que juste, on va dire, sans péridurale, entre guillemets. C'est vraiment tout un univers de conscience. Puis, il y a des personnes qui viennent aussi avant la conception, qui veulent concevoir d'une autre façon aussi, dans des énergies où elles ont fait le ménage, on va dire, entre guillemets, sur leurs problématiques personnelles. Il y a aussi des professionnels qui viennent parce qu'ils ont, on va dire, une certaine formation, mais il leur manque cet aspect global, cet aspect holistique. Et puis surtout, moi, je parle beaucoup des états de conscience modifiés. Donc, c'est des personnes qui sont déjà dans une démarche de vouloir comprendre comment elles fonctionnent globalement. Déjà sur le plan mécanique, en physiologie, ça c'est clair qu'elles deviennent extrêmement pointues dans ce domaine-là, mais aussi au niveau de leur cerveau, comment ça fonctionne. Moi, je suis une passionnée du cerveau, et en fait, on se rend compte qu'on a plusieurs types d'ondes cérébrales. Les hypnothérapeutes que j'accompagne le savent très bien, et on l'a bien vu, comment on manipule. Moi, j'ai quand même aussi fait beaucoup de contenu sur la manipulation. C'est un sujet qui me passionne, comment on manipule des gens, comment on manipule des masses, comment on fabrique des consentements. Tout ça, ça se fait en connaissant un certain type d'ondes cérébrales et en utilisant la suggestibilité. Et tout ça, on le retrouve dans la naissance, c'est-à-dire la femme va traverser des mondes à travers ses états de conscience, et puis elle va avoir accès à tout ça. Et ces gens-là qui viennent nous voir, ils veulent en fait faire le tour de la question. Ils veulent pas juste un type de connaissance. Ce sont vraiment des personnes qui ont une vie, on va dire, pour résumer ça, en conscience, qui sont vraiment dans une démarche souveraine. Ils veulent se réapproprier leur vie. Ils veulent une vie qui leur ressemble et pas subir ce qu'on a prévu pour eux sur leur chemin, en fait. Donc, c'est vraiment global, cet objectif-là. C'est ce qui relie toutes les personnes. Il n'y a pas une personne que j'accompagne qui me dit « Ah ben moi, ça va si on décide pour moi ». C'est toutes des gens qui veulent prendre leurs décisions avec les meilleures informations, puis après qui veulent assumer leur choix, parce que tout le monde n'arrive pas forcément à se positionner, et ça, on le travaille ensemble. Pourquoi? Parce que ça a un impact, l'accompagnement que tu fais avec eux? Sur le point de se positionner? Oui, je sais pas, j'ai l'impression en t'écoutant que ça peut avoir un impact. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que ça les transforme totalement? Est-ce que ça, je sais pas, qu'est-ce qui se passe à l'issue ou pendant tout ça? Alors oui, ça les transforme totalement. Et d'ailleurs, on peut voir les témoignages de ces personnes sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui témoignent,
Mais oui, ça les transforme forcément, parce que quand je parle du défi de la naissance, c'est pas rien. On parle d'un être qui arrive, un couple qui attend un enfant, par exemple, bah forcément, c'est ce qu'il a de plus cher, donc il veut pas prendre le moindre risque. Et on va traverser dans l'enfantement la peur de mourir. C'est ce qu'on a de plus fondamental en soi, c'est la peur de mourir. On n'est pas équipé, on n'arrive pas sur Terre comme ça en se disant bah, finalement si je meurs c'est pas grave. Hein, on l'a bien vu dans les dernières années qu'on a vécues, ce que l'humain est prêt à faire pour pas mourir. D'accord, il est prêt à tout. Et donc quand on arrive à vivre de façon consciente, en ayant fait le tour de ces blocages, le tour de ces peurs, à aborder un sujet aussi capital que la naissance dans une dynamique responsable avec tout ce que ça implique en termes d'engagement personnel, et qu'en plus, on n'est plus soumis à quelque autorité que ce soit, juste par ignorance, parce que la plupart des gens, l'écrasante majorité des gens est complètement ignorante de ce domaine-là. On vit encore avec beaucoup de gens, et même des professionnels qui te disent, par exemple, oui, si tu as un cordon autour du cou, c'est dangereux quand tu nais. Bon, ça fait partie des mythes qu'on a tous. Hein. Et donc, quand les gens sortent de cette ignorance, se réapproprient le savoir et la connaissance, et qu'en plus, ils font tout ce travail que nous, on fait dans la fameuse semaine 2, qui est l'art de l'impossible, c'est là on va aller travailler ces zones d'ombre, eh ben, je te garantis, Julien, que ces gens-là deviennent, entre guillemets, dangereux pour le système établi parce que ils sont libres. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur de décevoir papa, maman. Ils n'ont plus peur du jugement des autres parce qu'ils ne sont plus dans cette réaction-là. Et tout est lié. Donc, nous, on travaille sur ces plans-là indirectement et directement. Ça dépend des demandes des gens. Mais en fait, cette posture d'avoir une opinion et de l'assumer comme une personne souveraine transforme les gens. On a un rituel chez nous, ce sont les victoires du vendredi dans notre communauté. Et les gens, le vendredi, postent leurs victoires. Et quand on lit les messages, avec Pascal, le vendredi, certaines fois, on tombe de notre chaise parce que on a commencé cette aventure il y a un peu plus de 7 mois. Et on se dit, on n'a jamais pensé 2 secondes qu'on aurait des résultats comme ça. Parce que ça résonne, tu vois, ça résonne chez les gens, ce travail-là. C'est pas, comme je te l'ai dit, un cours pour apprendre à respirer ou ce genre de choses-là. C'est vraiment renaître à soi-même. Hein. Et donc, oui, ça transforme les gens. On a vraiment des gens qui se décident à quitter leur travail, qui donnent leur démission, qui s'autorisent à changer de vie, des couples qui se disent finalement des choses qui ne seront jamais dites dans leur vie sinon, parce qu'on travaille beaucoup ça, sur la communication dans le couple. Et tout ça, ça se prépare avant. C'est pas, bah tiens, c'est un caprice, je vais accoucher naturellement parce que c'est la mode, tu vois. C'est vraiment une réflexion globale sur sa vie. Qu'est-ce que ça symbolise pour moi? Et quand tu te poses ce genre de questions, forcément que ta vie va commencer à changer. Parce que toi, tu te poses des questions que tu t'es jamais posées. Et ça fait partie pour moi de cet amour de la philosophie. C'est pas essayer forcément de donner déjà, de faire des laïus, c'est de se poser les questions. C'est ça le propre de la démarche que j'ai, c'est de poser les questions aux gens qui vont commencer un processus de transformation parce qu'ils vont aller droit sur le noyau qui coince. Mais du coup, parmi ces questions, est-ce que tu poses de la question de pourquoi vous faites des enfants? Alors, elle est posée, effectivement, pas de cette façon-là, mais souvent chez les couples qui n'arrivent pas à en avoir. Parce que certaines personnes viennent nous voir en préconception, certains attendent depuis plusieurs années, et puis ils ont envie d'explorer d'autres mondes avant d'avoir un recours à la PMA, par exemple, la procréation médicalement assistée. Et moi-même, dans ma vie, j'ai traversé une période comme ça où je n'arrivais pas à avoir d'enfants avant d'en avoir. Et puis, ça m'a forcément questionné sur à quoi ça sert d'avoir des enfants. Je me suis dit, à quoi ça sert? Dans un processus de deuil, tu vas forcément te questionner. Donc, j'ai été explorer certaines questions par rapport à ce sujet-là. Évidemment, les gens qui ne veulent pas d'enfants et qui ne sont pas attirés par le sujet ne viennent pas me voir. C'est un peu logique, tu vois. Si tu n'as aucune
Si tu sens que ça vibre pas, tu vas pas aller voir quelqu'un. Mais les gens qui effectivement n'arrivent pas à en avoir, eh bien, ce sont des choses qu'on explore ensemble. Pourquoi on veut des enfants? Qu'est-ce que ça symbolise? Et qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Et qu'est-ce qui ressort de tout ça? Eh bien, ça dépend des histoires. Ça dépend beaucoup des histoires. Mais une des clés que je propose, c'est surtout de réfléchir à qu'est-ce que ça symbolise une fois qu'on en a. Et ça, après, c'est une démarche qui est, on va dire, personnelle à chaque personne. Donc, c'est un petit peu long de partir sur ce sujet-là maintenant parce que ça dépend vraiment de chaque personne. Il n'y a pas une tendance? Je t'explique pourquoi je te pose la question, parce que moi, à un moment donné, quand j'ai réalisé mon film C'est quoi le bonheur pour vous, je suis allé chez les gens et j'ai posé la question à, je sais pas, je pense au moins une centaine de couples qui avaient des enfants, en leur posant la question, pourquoi vous avez fait des enfants? Et en fait, ce qu'il en est ressorti pour moi, c'est que la plupart, hein, j'ai des exemples qui vont venir à l'esprit, la plupart, c'était un conditionnement sociétal. Je m'explique. Dans les réponses, ce qui est sorti, c'est je fais des enfants parce que c'est normal de faire des enfants. On a fait des enfants parce qu'on a peur d'être seul plus tard, quand on va vieillir. On a fait des enfants parce qu'à un moment donné, dans notre couple, ça allait plus trop, quoi, on va dire. La flamme était un peu en train de s'éteindre et on se dit que ce serait une bonne chose pour raviver la flamme. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Parce que c'est une réussite. Il y en a beaucoup qui ont dit ça aussi, c'est une réussite. Tu sais, un peu comme s'il y avait peut-être quelque chose qu'ils avaient raté dans leur vie, hein, je sais pas, mais en tout cas, ça, c'est revenu quand même assez souvent. Et donc, moi, quand je suis face à ces réponses de l'époque, et même encore maintenant, là, en discutant avec toi, je me dis, bah mince alors, on fait pas des enfants par amour, il est où l'amour inconditionnel, tu vois? Ouais. Alors, ces gens-là ne viennent pas me voir, effectivement. Moi, j'ai pas des personnes qui ont ce genre de réflexion-là. Tu me demandais tout à l'heure quel était le point commun. Ce sont quand même des gens qui ont déjà fait un sacré cheminement personnel. Donc, ils viennent, on va dire, plus ou moins en milieu de parcours, voire parcours déjà bien avancé, où ils veulent passer à une vitesse supérieure, comme je dis, parce que moi, je m'occupe pas de gens qui font des enfants parce que c'est l'heure ou parce que ça fait joli sur la carte de famille ou pour le repas de Noël. Hein. D'ailleurs, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore aborder avec les gens que j'accompagne. C'est comment, justement, je dis tout le temps, l'homme véritablement libre est celui qui refuse une invitation à dîner, par exemple, sans expliquer pourquoi. Donc, tu vois, tout ce concept de « il faut parce que », ça ne rentre même pas dans les... Tu vois, non, moi je suis dans une autre galaxie, tu vois. Mais effectivement, je suis consciente qu'il y a une partie des gens, bon, on est 8 milliards. On ne peut pas être 8 milliards à penser pareil et chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne m'occupe pas des personnes qui, effectivement, sont dans ce genre de considération-là. En revanche, la parentalité permet d'aller explorer une conscientisation. Si tu veux, c'est simple. Quand tu deviens parent, normalement, ton enfant, c'est la seule personne sur Terre avant qui tu as envie de mourir. D'accord? Sinon, a priori, tu préfères mourir après les autres qui t'entourent. Mais ton enfant, c'est le seul avant qui tu veux mourir. En principe. Et l'enfant a ce pouvoir extraordinaire de te mettre face à ton miroir. Et tu peux plus te raconter des histoires. Tu peux plus mettre sous le tapis tes angles morts. Évidemment, tu peux selon ta vie, hein, mais si tu es déjà dans une recherche, tu vois, c'est comme le sport. Certains aiment le surf, par exemple. Alors, il y a des gens qui aiment faire du surf sur des petites vaguelettes, puis il y en a d'autres qui vont aller chercher la vraie vague, tu vois. Celle qui va faire que c'est juste parfait, de A à Z. Eh bien, quand tu abordes la parentalité sur cet angle-là, tu as une occasion en or d'aller toucher ce que tu as de meilleur en toi. Par contre, ça va pas être un chemin très tranquille parce que ça va forcément secouer. Et puis, en même temps, tu as évoqué une chose qui est exactement ça, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, il est à travers la parentalité dans sa quintessence. Ce qui ne veut pas dire que c'est ce qu'on observe dans les familles.
Et d'ailleurs, tu en as souvent parlé avec André Stern, qui est ce je t'aime, mais je t'aimerais un peu plus si. Ces petits écriteaux qu'on se récupère de nos parents, de tous ces messages énergétiques, etc. Et ça, ce sont vraiment des clés très importantes à travers sa parentalité. Ça, ce sont tous des sujets que j'aborde et qui font que, effectivement, on peut devenir père, on peut devenir mère sur un plan qui n'est malheureusement pas celui dont nous héritons culturellement, qui est un plan presque divin. Je le dis, c'est pas dans le côté religieux, hein. C'est vraiment dans le côté de l'expérience sur cette énergie-là. Extrêmement puissant. Aussi puissant que l'énergie sexuelle, parce que ça me fait penser à ça. Tu sais, on dit que parmi les énergies les plus puissantes, visiblement, l'énergie sexuelle serait l'une d'entre elles. Tu la mets au même niveau? Pas du tout. L'énergie sexuelle est une énergie animale, entre guillemets, qui nous relie à nos chakras du bas, hein, donc principalement le premier, si on veut parler basiquement, hein, notre chakra racine qui nous relie à cet acte-là. L'énergie de l'enfantement est une énergie qui se joue sur le chakra du cœur. Hein. Donc c'est un chakra qui est celui qui nous relie à notre divinité. Et on n'est pas à ce moment-là relié à ce qu'on a au niveau des instincts. Quand on dit, par exemple, moi j'écoute beaucoup les mots qui sont utilisés par les gens qui te disent « ça me tient aux tripes hein ». Aujourd'hui, notre système culturel encourage ça, encourage tout ce qui va te chercher dans tes tripes, dans tes émotions. Hein. Alors que le chakra du cœur, quand tu entends quelqu'un te dire « ça me tient à cœur », eh bien, cette énergie-là te relie aux autres, pas à toi-même, mais à tout le monde, à travers ton énergie divine. Encore une fois, ce n'est pas un mot que j'utilise de façon religieuse, hein, mais divine en tant que création illimitée. Tout est possible. Et donc là, ce n'est pas juste moi et un partenaire dans une énergie sexuelle qui peut être liée plus ou moins à l'amour humain. Là, c'est une énergie avec un amour divin. Et celui-ci ne peut pas être compatible avec la peur. J'insiste encore sur ce mot-là, hein, parce qu'il n'y a absolument plus de barrière face à une personne qui est dans cette énergie-là. Tu en connais? Moi. Ok. Donc, ce qui veut dire que tu n'en connais pas d'autres. Eh bien, pour le moment, je suis amie et en lien avec des personnes que j'estime être dans cette énergie-là. Maintenant, je ne vais pas parler en leur nom parce que je ne sais pas comment ça vibre en elles. Mais effectivement, je ne pense pas être la seule. Et dans mon réseau d'amis, eh bien, je m'entoure de gens comme moi. Oui, bah comme on le fait aussi tous, en tout cas, j'espère quoi, de se créer un microcosme dans lequel on se sent bien et avec qui on peut partager beaucoup de choses. Sinon, c'est un petit peu compliqué quand même. Tu as accompagné beaucoup de personnes. Ça fait longtemps que ça existe, le Mastermind de la naissance? Alors, on a commencé en octobre 2023. Et moi, ça fait plusieurs années maintenant que j'accompagne. J'ai testé plein de systèmes, j'ai animé des groupes de femmes. On est à plus de 1500 personnes dans différents types d'accompagnement. On a fait comme une espèce de laboratoire hein, à travers les mois. On a animé d'une certaine façon, après on a changé. Puis finalement, ce qui pour moi est vraiment le format idéal, eh bien, on le fait depuis octobre 2023. Ok. Oui, donc c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça, effectivement. Ok. Et j'imagine que c'est quelque chose qu'on fait à distance, parce que oui, c'est bien ça. Ouais. Ok. Oui, bien sûr. Tout ça à distance. Tu n'as pas de moment où vous vous rencontrez physiquement. C'est un programme qui se fait à distance. Si, on s'est vu au mois de mars. On a organisé un séminaire en Portugal avec des membres. Alors, c'est pas toujours simple d'organiser des séminaires en présentiel quand tu as des femmes enceintes qui viennent, par exemple, nous on en a qui viennent du Québec, on en a qui sont sur d'autres continents, en Afrique ou bon.
Donc, selon où elles se trouvent au niveau de leur grossesse, elles ne peuvent pas forcément prendre l'avion. Donc, ce n'est pas nécessaire, en fait, de se voir. Moi, j'ai pris le parti d'utiliser cette technologie qu'on a avec Zoom pour pouvoir animer mes ateliers à distance. Donc, les gens viennent de partout, de tous les fuseaux horaires. Et ça permet aussi à la communauté de créer des liens dans la vraie vie. Alors, par contre, nous, on a beaucoup de personnes qui se connaissent dans la vraie vie. Dans leur région, on a une carte interactive où les gens voient d'où ils viennent, ce qu'ils font. Et ils se font du coup des amis partout dans différents pays. Mais moi, j'accompagne les gens à distance. Ça me permet de pouvoir être illimité au niveau de la géographie. D'accord. Est-ce que dans le cadre de cette formation, vous parlez d'éducation positive? Oui. C'est quoi pour toi éducation positive? Bah justement, j'allais te poser la question. C'est un peu le chapeau du sorcier, hein, du Bah, magicien. en fait, si tu veux, nous, on a fait, je sais pas si tu le sais, mais on édite un magazine qui s'appelle Innovation en éducation, un magazine papier. Donc, à chaque fois, il y a un thème. Et donc là, le thème du dernier qui est sorti, c'est éducation positive. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin, quoi, en gros? Parce qu'on voulait recadrer un petit peu les choses. Ces derniers mois, je sais pas si toi, tu l'as suivi de là où tu es, mais il y a beaucoup de personnes qui se sont emparées de l'éducation positive en disant que c'était n'importe quoi, que c'était dangereux, qu'on en faisait des enfants rois et tout, etc. Ah oui, Euh, oui, d'accord, ok. Ouais. Et donc, du coup, on a voulu, oui, un peu recadrer, c'est-à-dire montrer qu'il y avait quand même une voie du milieu, que oui, effectivement, il y a sûrement des parents qui ont fait un peu n'importe quoi, mais parce qu'ils n'avaient pas les connaissances et je pense qu'ils n'étaient pas suffisamment bien accompagnés. Mais que voilà, l'éducation positive, il y a du cadre en fait autour de tout ça. Donc, du coup, j'allais te poser la question, c'est quoi pour toi l'éducation positive si vous abordez ce sujet dans le cadre de ton mastermind? Bien sûr. Alors, en fait, c'est pour ça que j'anime des ateliers, c'est-à-dire que les gens ont une base de cours qu'ils font à leur rythme, mais après, dans les ateliers, nous, on me pose des fois des questions, on peut se dire, mais c'est quoi le lien avec la naissance? Alors là, pour le coup, c'est très lié, l'éducation forcément est liée, mais des fois, ça va sur des sujets divers et variés. Donc, pour revenir à ta question, pour moi, l'éducation positive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une éducation dans laquelle tout le monde y trouve son compte et tout le monde est dans un rapport d'équilibre. Donc, à partir de là, ça dépend de la constellation familiale, mais surtout, ça dépend de déjà soi-même, où on en est avec soi-même et pourquoi on fait les choix. Moi, je reviens toujours au pouvoir de la question. C'est qu'avant de vouloir éduquer positivement ses enfants, qu'est-ce que ça veut dire déjà éduquer? Comment on se situe, nous, dans notre vie? Je te prends un exemple. Pour moi, une des meilleures éducations, c'est l'exemplarité. Que tu aies des enfants ou pas. Toi, par exemple, tu n'as pas d'enfants, tu peux te retrouver avec des enfants face à toi, et qu'est-ce que tu vas leur transmettre? Bon, tu vas leur transmettre ton exemple. Et c'est quoi ton exemple? C'est, voilà, je fais ma vie, je crois en mes rêves, je ne me suis pas limitée aux écriteaux qu'on m'a mis autour du cou, etc., etc., etc. Et qu'est-ce que tu vas en faire ensuite alors? Et un des gros dangers pour moi, effectivement, d'un certain type d'éducation, mais quel qu'il soit, hein, peu importe l'étiquette qu'on lui met, c'est de vouloir transposer sa vision du bonheur à son enfant. Et ça rejoint ton travail. C'est quoi le bonheur pour vous? Et c'est ça la base, en fait. Mais finalement, est-ce que ma vision du bonheur ou de la réussite ou peu importe, on s'en fiche, ma vision de l'épanouissement, est-ce qu'elle est universelle? Pour moi, c'est ça la question de base, avant de vouloir trouver comment on va éduquer ses enfants. C'est en fait, pourquoi j'en ai? Et une fois qu'ils sont là, qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre? Tu vois? Donc moi, ce sont ces sujets-là que j'aborde. Après, comment on s'y prend dans le quotidien, ça, c'est hyper fluide une fois qu'on a réglé ses propres questions existentielles. Parce qu'on a plus ou moins 80 ans sur Terre, en passage, en moyenne, dans notre espérance de vie, pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose. Et donc, quand une personne, elle se dit « j'envisage de mourir aujourd'hui » sans avoir un regret ou un remords, à mon avis, à partir de là, elle peut commencer à avoir une posture vis-à-vis de son enfant qui est saine. Je ne sais pas si tu me suis. Si, je te suis. Ok. Donc, pour moi, c'est plus ça que je travaille avec les gens avant de se poser la question comment je mets des limites. Mais tu vois, on va tout reprendre depuis le départ.
à la Bah, racine. oui, alors justement, c'est une bonne transition parce que c'est la question que j'allais te poser. Là, on est en train de préparer une nouvelle édition du magazine qui est destinée à la famille. On n'a pas encore le titre précis, mais c'est un truc du style la famille, c'est compliqué, c'est complexe, quelque chose dans ce goût-là. Parce que au sein de ce magazine, on va traiter beaucoup de sujets, dont justement tous les héritages, tu sais, qu'on peut avoir, soit dans le conscient, soit dans l'inconscient. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un sujet que tu abordes dans ton mastermind. Et je vois, moi, parce que c'est un sujet qui me passionne, la psychologie humaine, et je vois en fait plein de choses. La première des choses, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, c'est ces fameuses bombes émotionnelles. Alors peut-être que tu n'as pas entendu parler de ce terme. Pour moi, une bombe émotionnelle, c'est à un moment donné, on est en discussion, tous les deux, ok? Puis je vais te dire un truc, je vais faire quelque chose, et d'un coup, toi, tu vas surréagir. Alors que le contexte que je vais dire, ce que je vais faire, bon, il n'y a rien de transcendant, mais alors toi, tu vas surréagir parce que ça va venir toucher quelque chose très souvent de ton enfance, de quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas trop ce que c'est, et donc du coup, tu vas surréagir. Globalement, le sentiment, c'est peut-être 80% de la population a des bombes émotionnelles qui n'ont pas encore explosé. C'est-à-dire, ils n'ont même pas connaissance en fait de ces bombes émotionnelles. Et donc là, moi, ce que je me dis en t'écoutant, et c'est ce que je prône aussi, c'est dans l'idéal, dans un monde idéal, hein, avant de se lancer, de vouloir être parent, c'est déjà d'aller les chercher en fait ces bombes émotionnelles, d'essayer de se comprendre en fait, de comprendre qui on est, de savoir quelles sont nos émotions, comment on peut accompagner nos émotions, enfin tout un tas de choses qui finalement n'est pas du tout fait dans notre société. Et ça, pour moi, ce serait le postulat de départ. Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes toi, dans ton mastermind, cette façon-là de voir les choses? Alors, oui et non. Oui, effectivement, d'avoir fait un peu le ménage avant de se lancer dans le vif du sujet de la parentalité, c'est une base. Mais là, si tu veux, quand je dis avoir fait un peu le ménage, ça veut dire déjà être passé à autre chose que juste je fais des enfants parce que c'est l'heure ou parce que ça fait joli sur la photo de Noël. Mais bon, ça, c'est déjà, les gens que j'attire sont déjà là-dedans. Mais par contre, tu vois, toi, tu parles de bombes émotionnelles. Moi, j'appelle ça les poignées. C'est-à-dire que quand tu parles avec une personne et que cette personne va réagir, c'est comme si elle avait des poignées sur elle, d'accord? Ou si quelqu'un te dit quelque chose et que ça te fait quelque chose dans ton corps, hein. On appelle ça le body scan. Une bombe émotionnelle, ça va te faire réagir. Ou ça te fait là à la gorge, ou ça te fait mal au ventre, ou tu sens que tu as ton cœur qui s'emballe. Et donc, moi, j'appelle ça des poignées, comme si on avait des poignées sur soi pour que les autres s'accrochent dessus. Si tu n'as plus de poignée, on est d'accord que ça ne réagit plus. C'est-à-dire que tu n'es plus dans la réaction, mais tu agis dans ta vie. C'est, quand je disais tout à l'heure, de pouvoir faire des choix de vie sans qu'ils soient conditionnés au jugement des autres ou pour faire plaisir à papy, mamie, ma mère, mon père, enfin bref. Et qu'ils soient vivants ou morts, hein, je précise, parce que quand tu parlais tout à l'heure des bagages transgénérationnels, ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'au moment d'une naissance, eh bien, tout ce qu'on a mis sous le tapis ressort. Et inconsciemment, eh bien, on peut bloquer le processus du travail parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a un fichier intergénérationnel, qu'il soit conscient ou pas, hein. Par exemple, on peut savoir qu'il y a eu des viols, on peut savoir qu'il y a eu des bébés mort-nés ou des hémorragies graves ou pas, ça change pas. L'inconscient le sait. Donc, c'est programmé à quelque part. Donc, nous, on travaille sur ce plan-là pour déprogrammer le logiciel. Comme je dis, on fait une mise à jour du système d'exploitation interne. Mais en même temps, tu vois, Julien, c'est cette expérience entre les âmes, hein. Bon, moi, je ne suis pas là pour évangéliser les gens, mais ma vision, c'est que l'âme choisit là où elle s'incarne. Et donc, c'est pas pour rien qu'elle va faire ce travail dans cette famille-là et que cette constellation va se faire comme ça. Et c'est justement la mise en relation dans cette constellation de ces âmes-là qui va faire que nous avons des cadeaux évolutifs qui vont nous arriver. Ce ne sont pas des problèmes. Pour moi, la bombe émotionnelle n'est pas un problème, c'est une opportunité pour en finir. Et tant qu'on n'a pas utilisé cette opportunité, elle se représentera sous une autre forme. Et parce que l'univers est en notre faveur, eh bien, il va chaque fois nous parler un peu plus fort. Donc, si on ne comprend pas d'une certaine façon, au début, il chuchote, et puis après, il parle un peu plus fort, puis ensuite, il se met à crier. Et puis, il y en a d'autres qui ne comprennent toujours pas. Et pourtant, l'univers nous hurle que c'est le moment de lâcher, hein, et de passer à autre chose. Et donc, pour moi, c'est justement parce qu'il y a ce lien-là qu'on a une potentialité énorme, parce que
le lien émotionnel fait que c'est beaucoup plus à vif, c'est plus facile d'envoyer pète quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est beaucoup plus facile d'en avoir rien à faire du jugement à la limite d'un ami, d'une connaissance, d'un copain. Mais quand c'est ta femme qui te dit que tu es un pur égoïste, quand c'est ton enfant qui te dit que tu t'es mal occupé de lui alors que tu t'es sacrifié aux 400, eh ben là, c'est une autre paire de manches. Et c'est là que ça devient intéressant. Bah, oui, et d'un autre côté, moi, je me dis que ça pourrait être beaucoup plus doux, tu vois. Ça, ah oui, mais tu sais, c'est pas au coin de la cheminée en ronronnant qu'on avance. Tu sais très bien. Il faut que ça secoue un peu, hein. Sinon, si t'as pas de vague, tu peux pas surfer, c'est pareil. Ouais, alors je suis plus ou moins d'accord avec ça. Oui, dans le sens où il faut que ça secoue parce que notre société est très conditionnée et que les individus sont conditionnés. Je suis d'accord avec ça. Mais moi, mon postulat de départ pour amener peut-être plus de douceur dans nos vies respectives, c'est de dire que tout part de l'éducation. Et donc, si on accompagne les enfants le plus tôt possible vers le savoir-être et la connaissance d'eux-mêmes, je pense qu'on règle déjà une bonne partie de l'équation. On est dans un système où le savoir-être et la connaissance de soi, c'est pas du tout une priorité. Et peu importe le pays dans lequel on est, c'est pas du tout la priorité. Alors que je te laisse imaginer, si de manière sociétale, on avait compris ça et que tout était actionné à tous les niveaux, hein, au niveau de l'école, je sais pas, au niveau des médias, au niveau de la politique, au niveau des parents, de tout, quoi, de tout, que la connaissance de soi et le savoir-être, c'est la base de tout individu pour être vraiment épanoui après plus tard et transmettre ce qu'on a de meilleur dans notre société, je pense que ça serait plus doux. Oui. Alors, le mot doux, effectivement, nécessite une précision selon qui le dit. Pour moi, ce n'est pas incompatible avec ce que je viens de décrire. Par contre, ma question est, comment veux-tu qu'un être sache qui il est et où il va, ou de quoi il est capable, si lui-même a été dépossédé de sa première expérience sur Terre, c'est-à-dire sa propre naissance, si son lien avec sa mère n'a pas pu être fait parce qu'il n'a été tout simplement disrupté avec tout un tas de protocoles hospitaliers. Comment veux-tu que les gens soient tout simplement dans une démarche douce si eux-mêmes ont été brutalisés par un système? Bah parce que c'est pas 80%. Il y en a, bien évidemment, mais au moins pour 80% de la population, ça se passe pas comme ça. Comment? Bah, pour 80% de la population, on est tous en train de se partager les richesses de notre pays. On est tous quand même dans globalement plutôt bien lotis à tous les niveaux. Ah non, mais ça c'est juste une perception de la réalité, ça n'a rien à voir. Les gens, majoritairement, aujourd'hui, ne choisissent pas le moment où ils naissent. Ils sont déclenchés. Ou alors, si le processus de la naissance se déclenche quand le bébé choisit, c'est le bébé qui choisit quand il naît, hein. C'est l'âme. Si il a la chance de ne pas être poussé à coups de pied aux fesses dehors, eh bien, dans la plupart des cas, on aide les femmes ou alors on met des ventouses sur les têtes des enfants. Déjà, le message énergétique de la plupart d'entre nous ici, je ne sais pas si tu connais la façon dont tu es né, c'est « t'es bien gentil, mon chéri, mais laisse les professionnels faire, parce qu'on sait mieux que toi ». C'est comme ça qu'on est tous nés, quasiment, hein. Et puis, sans compter l'énergie qui vient après sa naissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une femme accouche dans une structure, on met son bébé dans un petit berceau en plastique à côté d'elle. Et on sait, avec les dernières études, aujourd'hui, que le bébé ne dort pas dans ces conditions-là, il est en état de gel. C'est-à-dire que son cerveau se met en état de survie dans un certain type d'ondes cérébrales qui font qu'il n'est pas du tout dans les meilleures conditions pour tout simplement grandir, et tout est mis dans un système de survie parce qu'il considère que sa mère est plus loin qu'un prédateur. Donc, il ne bouge plus. Et ceci fait des dégâts colossaux sur le développement neuronal de l'enfant. Donc, nous aussi, pour ceux qui ont été mis dans une boîte en plastique pour cette génération-là de puériculture. Hein. Et mais personne ne parle de ça. C'est-à-dire qu'on prend des gens avec leurs symptômes aujourd'hui sans se soucier de comment ils sont nés. Le message énergétique, des gens aujourd'hui ne savent toujours pas pourquoi dans leur vie. Ils ont plein d'idées, mais ils n'arrivent pas à passer à l'action. Ou ils commencent quelque chose, ils n'arrivent jamais à aller jusqu'au bout. Ou ils sont tout le temps en train de se dire « Ouais, mais en quoi le monde aurait besoin de moi, finalement? Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres ?»
Et toutes ces choses-là, fondamentalement, il y a quand même un peu de psy qui commence à se poser sur la question de est-ce que ça serait peut-être pas lié à l'expérience qu'on a eue primaire, la première expérience dans notre vie là, celle-ci, c'est comment je suis née. Qu'est-ce qu'on m'a donné comme message? Est-ce que je suis capable ou est-ce que tout simplement on me sort à coups de pied aux fesses parce que c'est l'heure? Et puis, est-ce que ma mère est capable? Est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose ensemble parce qu'on est équipé pour? Et donc, moi, c'est ça que je pose comme question. C'est pas, tu sais, des gens. Moi, je connais des gens extrêmement riches. Extrêmement riches. Quand je parle d'extrêmement riches, des gens qui ont plusieurs milliards. J'ai connu des familles comme ça. Et je te garantis que personne ne signerait pour vivre leur vie, tellement elle est catastrophique. Donc, ça n'a rien à voir, la richesse. Et souvent, on se dit, oui, mais c'est plus facile. Non, pas du tout. Quand une personne se sabote, qu'elle ait des milliards, des lingots d'or, ou à manger à profusion sur son buffet, eh bien, ce n'est absolument pas lié. Par contre, une personne qui, effectivement, a posé les jalons de sa vie et qui a une abondance financière, elle pourra faire de grandes choses et elle pourra aider ceux qui n'en ont pas. Mais tu vois, le discours de « il y a des richesses, on se partage », ça alimente pour moi le fait que tout est limité, qu'il y a des injustices, qu'il y a des méchants puis qu'il y a des gentils. Moi, je suis sortie de ce système-là. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Les gens sont tous en train de râler et puis d'aller manifester et puis d'aller gueuler parce que le système est terrible. Mais t'en connais beaucoup, toi, qui prennent leurs responsabilités et puis qui quittent leur confort pour vraiment faire une vie qui leur ressemble. On dévie du sujet. Mais non, c'est ça le sujet. Quand on parle de cette éducation de base, c'est l'exemple que je montre à mes enfants. Parce que si je veux faire une éducation positive, eh bien, ça veut dire que je vais montrer l'exemple. Et quel exemple je montre? Si, par exemple, je vais tous les matins en traînant la patte dans un emploi que je n'aime pas pour gagner ma vie, est-ce que c'est ça que je veux transmettre à mes enfants, qu'il faut gagner sa vie? C'est ça aussi une magnifique expression que nous avons tous héritée, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Et c'est encore un autre sujet pour moi. Ce que je disais, alors peut-être que je me suis pas fait bien comprendre, ce que je disais, c'est que pour moi, on est dans une société où globalement, pour 80% de la population, c'est possible. Qu'est-ce qui est possible? C'est d'aller vers soi, c'est-à-dire d'amener davantage de bien-être, de savoir-être, pardon, et de connaissance de soi. Ça, pour moi, c'est accessible à 80% de la population et peu importe là où on est, dans quel pays on est, 80%. Après, il y a toujours peut-être 20% pour qui ça va être plus compliqué. Et c'est là où moi, je mets de l'énergie, c'est sur ces 80%, parce que je pense que c'est ça, en fait, qui va changer le monde. C'est vraiment le fait que les gens se connaissent le plus tôt possible, mais à tous les niveaux, en fait, à tous les niveaux. Je te rejoins, et moi, c'est pas du tout ma spécialité. J'imagine que notre naissance est compliquée et que ça amène beaucoup de choses. Je ne remets pas du tout en question. Mais après, une fois que t'es né, après, tu continues de vivre, quoi. Il se passe plein de choses dans ta vie. Le savoir-être, la connaissance de soi, ce sont les éléments qui nous manquent, justement, peut-être pour adoucir, calmer, apaiser peut-être cette naissance qui a été compliquée, et puis plein d'autres choses après dans notre conditionnement, dans l'histoire qu'on a avec nos parents, enfin, dans plein de choses, quoi. C'est ça, moi, sur lequel je me focalise. C'est pas sur tout le reste. C'est pour ça que je disais qu'on déviait. Mmh. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Pour pouvoir se poser des questions fondamentales, il faut déjà avoir de quoi manger, avoir un toit sur la tête et avoir chaud. Ce sont les besoins primaires de la fameuse pyramide de Maslow. Maintenant, avoir à manger ne veut pas dire, encore une fois, avoir du homard ou de la viande tous les jours. Hein. Bien évidemment. Un sac de riz, c'est pas impayable. Mais ce sont des besoins primaires. Et effectivement, une fois que ça c'est fait, on peut commencer à se poser des questions. Ah oui, ça me paraît vraiment le levier par excellence et c'est ce qui nous manque. Tu sais, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que comme je te le disais en off, tu sais, moi je voyage beaucoup depuis longtemps, maintenant depuis une trentaine d'années, et donc quand je reviens systématiquement, ça me le fait encore maintenant, mais beaucoup moins. Je me dis à chaque fois, mais en fait c'est fou comme tout part de l'éducation, parce que si on veut une société nouvelle, si on veut je sais pas, qu'il y ait plus d'amour dans notre société, plus d'empathie, etc., tu vois que systématiquement ça part de là. Tout le temps, quoi. C'est pour ça que c'est chouette ce que tu fais. Je connais pas en profondeur tout ce que tu fais, mais j'ai l'impression que ça va dans ce sens-là, parce qu'on a vraiment besoin, justement, tu vois, que les gens conscientisent réellement de qui ils sont, de leur potentialité, de ce qu'ils peuvent faire, en fait, eux aussi, chacun à leur niveau dans notre société. Parce que c'est comme ça que progressivement, justement, on change le monde de manière positive. Mmh.
Et pour ça, il faut se connaître. Il faut avoir envie de se connaître, hein, parce qu'encore une fois, le chemin est plus important que le résultat. Je pense qu'on peut avoir beaucoup de questions sans réponse et être tout à fait partie prenante de ce monde que certains appellent le nouveau monde. Mais je pense que le chemin, il est extrêmement puissant quand on commence à se poser les questions. Et les réponses, elles viennent après. Et effectivement, c'est la base. C'est la base. C'est-à-dire, à la racine, parce qu'on me demande souvent, mais comment ça se fait que tu es arrivé dans le domaine de la naissance, alors qu'au départ, mes sujets de prédilection sont quand même majoritairement la fabrique du consentement. Hein. Comment on manipule les masses. Et en fait, eh bien, j'ai remonté la pelote de laine et on arrive là. C'est-à-dire que si tu vas attaquer une civilisation, tu attaques la naissance. Et donc, comment nous sommes... on a tous ce point commun. Qu'on ait des enfants ou pas, on est tous sortis d'un utérus. Point, barre. Enfin, à ce que je sache, à moins que quelqu'un dans le live est venu différemment, bon, ça pourrait être inédit. Mais sinon, a priori, d'après ce que moi je sais, on est tous sortis d'un utérus. Et on a tous ce point commun-là. Partant de là, de commencer à la racine, c'est-à-dire comment j'appréhende le monde, quelles sont les informations qui viennent à moi et comment je peux me connecter au mieux à mes potentiels. Et Dieu sait si on en a. Et à renouer avec ce qu'on a de plus cher, c'est notre enthousiasme. Parce qu'on revient toujours à ça, tu vois. Avec ça, avec l'enthousiasme, on fait tout. On fait tout, mais il faut être conscient qu'on est capable. Et ça, c'est vraiment un gros challenge pour beaucoup de personnes. Bah oui, c'est clair. Hein. Bien évidemment. C'est peut-être même le côté aussi le plus challengeant. Moi, c'est ce que je vois aussi. Tu vois, je pense, et je suis quasiment sûr j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance dans la mesure où je suis né dans une famille où on parlait de connaissance de soi et de développement personnel depuis que je suis tout petit. Et ma mère me dit que visiblement, j'ai commencé, tu sais, comme on dit, à cheminer vers soi vers l'âge de 10 ans. J'en ai 45 aujourd'hui. Et donc, c'est sûrement pour ça aussi que j'insiste là-dessus et que je sème des graines autour de ça, c'est que je vois en fait tous les bienfaits. Tu vois, tous les bienfaits que ça m'a apporté, que ça m'aide encore dans ma vie d'aujourd'hui, bien évidemment, que ça participe grandement à ce que je suis, à ce que je fais, à semer des graines comme ça autour de moi depuis une trentaine d'années. Et je me dis, mais c'est fou, je suis pas un extraterrestre, alors encore que, on ne sait pas. Mais tout ce que moi je vis et tout ce que je fais et toutes les personnes que je peux rencontrer qui ont eu aussi cette chance de commencer quand même assez tôt, on va dire, dans leur vie, d'essayer de se comprendre, tu vois, ses qualités, c'est là où on est bon naturellement, qu'est-ce qu'on peut apporter de manière positive dans notre société. Mais waouh, mais en fait, mais quel cadeau après, tu vois, dans ta vie de tous les jours. Et je me répète, mais pour moi, c'est vraiment tout par delà, quoi. Et surtout, tu vois que de commencer dans ces conditions-là, eh bien, te permet non seulement de pouvoir entreprendre une démarche d'intérêt public global, comme tu le fais, hein, parce que toi aussi, tu as une énergie, comme je disais tout à l'heure, tu génères de l'énergie avec ta passion et ce qui t'anime, mais en plus de le faire avant d'avoir 80 ans. Hein, c'est-à-dire de ne pas perdre le temps précieux que nous avons parce que le passage est court sur Terre. Tout à fait. C'est ce que je dis très souvent. Je trouve que notre passage terrestre est bien trop court. Bah oui, surtout quand on a beaucoup de pain sur la planche, effectivement. Mais il y en a qui s'ennuient, il faut le dire aussi. Hein. Il y a des personnes qui tuent le temps, qui ne savent pas comment tuer le temps. Ça, c'est une de mes profondes points d'interrogation. Je me demande comment c'est possible de s'ennuyer. Mais malheureusement, ça arrive encore. Tu sais, moi, je me suis fixé un objectif parmi beaucoup. C'est de vivre jusqu'à 112 ans minimum. En pleine santé et en pleine vitalité, parce que déjà, je suis curieux de voir un peu comment la société va évoluer, mais parce que j'ai envie de continuer à semer des graines tu vois, le plus longtemps possible, parce que je vois en fait qu'on a tellement besoin de ça pour accélérer les prises de conscience, etc., que voilà, je vois que c'est possible. Donc, je suis très discipliné par rapport à ça dans ma vie pour essayer vraiment un maximum d'être en pleine santé, arriver à 112 ans et continuer, tu vois, à semer. Mmh. Pourquoi 112 ? Parce que j'adore le chiffre 12. Donc ça pourrait être 120 aussi. Ouais, non, 12. 12 est un chiffre qui n'est pas anodin. Mais dans 120, il y a 12. Oui, ça pourrait, mais là, c'est 112. Parce que tu dois le savoir, le 12, on le retrouve dans beaucoup de choses, tu sais, dans l'histoire de notre humanité.
Et c'est un chiffre qui me parle beaucoup, avec le chiffre 7 aussi. C'est deux chiffres qui me parlent beaucoup. Ouais. Merci Emma pour notre échange. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on se laisse, des choses qui te semblent importantes à souligner? Écoute, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, parce qu'on parle de beaucoup de choses, effectivement, tu vois que j'ai l'air de m'égarer dans des choses qui ne concernent pas la question, mais en fait, pour moi, tout est tellement lié, le tableau est tellement vaste que j'ai un ami qui s'appelle Slobodan Despot, qui a l'Antipresse, ce média que j'aime beaucoup. Et il a fait une métaphore l'autre jour que j'ai adorée dans sa chronique. Il fait une chronique tous les vendredis. Et il raconte que pour lui, quand on est trop dans le sujet, sans prendre assez de recul, on est comme une mythe dans un tapis de laine qui se gave de laine. Et à force de manger la laine dans le tapis, et bien même le plus somptueux des tapis ne peut pas être vu parce qu'on est dans la trame en train de se goinfrer et on ne peut pas voir l'œuvre d'art parce qu'il y a des tapis qui sont vraiment des œuvres d'art. Et j'ai adoré sa métaphore parce que plus on avance sur ce chemin de quête, comme tu disais tout à l'heure, j'aime beaucoup ce mot, de quête personnelle, eh bien, plus on s'éloigne de la trame du tapis et plus on voit l'image apparaître et plus on se rend compte que tous les chemins mènent à Rome. Parce qu'au final, c'est ça le message global. C'est réduire l'écart entre qui nous sommes et qui nous paraissons être pour être tout simplement une des cellules de cette communauté globale qui œuvre dans ce que nous avons de plus divin en nous. C'est-à-dire cet amour à partager pour grandir les uns avec les autres dans nos différences. Et tout ça nécessite une très grande maîtrise de soi-même. Parce que toi, tu parles de bombe émotionnelle, moi, je parle de poignée. Tant qu'on s'occupe à survivre émotionnellement dans tout ça, on ne peut pas œuvrer pour ce grand tableau global. On ne peut que essayer de se débattre en pensant que tout nous agresse. Et toi, tu parles de douceur. Hein. Moi, je parle de vision. C'est-à-dire que pour construire ensemble quelque chose qui ressemble à ce qu'est, pour moi, notre civilisation dans le beau sens du terme, eh bien, il faut être dans une démarche responsable. Et donc, peu importe les voies d'entrée, c'est ça que j'ai envie d'ajouter, c'est que tout le monde est capable, tout le monde peut changer et se raccrocher à ce qu'il a de plus fondamental en lui. C'est jamais trop tard. Même si on a 60, 70 ans, des fois les gens m'écrivent, me disent « Ah, c'est trop tard pour moi ». Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard parce que chaque personne va montrer l'exemple tôt ou tard si elle a envie de le faire. Mais par contre, voilà ce que j'ai envie de dire pour finir, il faut savoir que c'est pas un chemin qui est forcément un long fleuve tranquille et que ça nécessite forcément par des turbulences au départ. Comme je dis, l'avion ne décolle jamais avec le vent dans le dos, toujours face au vent. Donc oui, c'est pas toujours confortable. Ça secoue au début, mais une fois qu'on a passé les nuages et qu'on est au-dessus, eh bien, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus fluide, qui va beaucoup plus vite et qui est efficace. Donc c'est ça que j'avais envie de dire pour ceux qui peuvent dire oui, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Si c'était simple, ça se saurait. Mais par contre, ça en vaut le prix. Voilà. Merci Emma. Merci Julien. Avec joie. Si on veut aller sur ton mastermind, on fait comment? Alors, on ne peut pas rentrer comme ça. Hein. Les places sont évidemment limitées. Et puis, il faut remplir un questionnaire. Il faut aller sur mon site ou sur mes réseaux sociaux. Normalement, c'est assez bien indiqué pour me retrouver. emmacreuzy.com. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, je te souhaite une belle journée, une bonne continuation. Avec joie. Et puis, peut-être à tout bientôt en Algarve. À bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, les amis, c'était donc Emma Crusy. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Que vous dire? Je termine l'écriture de mon deuxième livre. C'est quoi le bonheur pour vous? En quête de sens. Comme je vous le disais, il faut que je rende ma copie auprès d'Erol avant le 30 juin de mémoire. Et donc voilà, je vais me remettre tout de suite après sur l'écriture du livre. Je vais vous montrer d'ailleurs, si vous ne vous l'êtes pas encore procuré, la couverture du premier qui est sorti. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, qui résume quelque part un peu notre échange avec Emma,
où, comme vous avez peut-être pu le voir et l'entendre, j'insiste sur le fait que tout part de l'éducation et que notamment tout part de la connaissance de soi. Et donc, dans ce premier livre, qui est un roman autobiographique, je vous ramène aux fondamentaux, les fondamentaux qui nous permettent d'être bien dans notre corps, d'être bien dans notre tête, et qu'il faut appliquer de manière assez disciplinée dans notre vie. Donc, c'est l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, les exercices de relaxation et bien d'autres choses qui sont vraiment des piliers pour être connecté à soi profondément et pour être vraiment aux manettes de notre propre navire. Vous le trouvez un petit peu partout dans toutes les librairies. Il est aussi en version numérique et bientôt il sera aussi en format audio. Je vais vous laisser avec une petite vidéo qu'on a réalisée autour de l'écosystème, justement, c'est quoi le bonheur pour vous? Et puis je vous dis à très bientôt. Moi je vais partir là fin de la semaine en Corse pour une dizaine de jours avec ma compagne pour visiter un peu la Corse. Et ensuite je serai sur le GR20 pendant 2 semaines avec des amis pour une magnifique randonnée. Je ne sais pas si vous connaissez le GR20, c'est une des randonnées les plus difficiles d'Europe. Et donc, il me tarde de me retrouver sur ces chemins. J'adore la randonnée. Si vous ne le saviez pas, si vous me suivez, vous me voyez souvent sur les réseaux sociaux avec un sac à dos ou en train de faire de la rando en vélo. Et donc là, c'est le GR20. J'ai hâte de me confronter à ces montagnes et de sortir de ma zone de confort parce que je crois que j'ai jamais fait une rando qu'on dit être la plus difficile d'Europe en tout cas. Donc ça va être très challengeant. Je vous souhaite plein de bonnes choses là où vous êtes. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.